Hello, bienvenue à la 6e page où on discute lecture façon book club. Aujourd'hui, on ne va pas exactement parler livre, mais plutôt du podcast en lui-même. Je tenais vraiment à revenir sur cette année puisque j'ai commencé le podcast il y a environ 1 an. Et je me dis que ça va me permettre déjà à moi de faire un point sur ce qui s'est passé depuis, à mettre des mots sur mes impressions, mais peut-être que ça peut vous intéresser aussi de voir les coulisses. Je vais donc vous parler un petit peu statistiques, réseaux sociaux, communication, organisation, matériel, préférences dans ce que je peux produire, que ce soit pour moi ou auprès des auditeurs, plateforme d'écoute, motivation, etc. Et puis je vais aborder un petit peu ce que je vois pour la suite. Et tout ça ne sera peut-être pas du tout présenté dans cet ordre-là. Alors déjà pour parler un peu chiffres et dates, le premier épisode de podcast est officiellement sorti le 17 janvier 2024. Je compte pas le prologue qui était un court épisode de présentation que je suis d'ailleurs en train de réécrire pour le refaire. Et donc dans ce premier épisode, je vous parlais de mes meilleures lectures de l'année 2023 et c'est d'ailleurs avec le même épisode mais appliqué à 2024 que cette année de podcast se conclut. En tout, j'ai sorti 21 épisodes au cours de cette année, soit normalement un épisode un mercredi sur 2, à quelques exceptions près. Il y a eu 2 épisodes d'annulés, un de décalé d'une semaine. Et il y a eu aussi un mois de pause pendant l'été, ce qui je pense sera le cas chaque année. Ça permet quand même de mieux profiter de l'été et de revenir avec le plein d'idées. J'aurais beaucoup de mal à vous dire exactement mon nombre d'auditeurs par épisode ou en tout, parce que si sur les plateformes d'écoute entre guillemets normales c'est bien inscrit, et bien vu que je suis sur YouTube également, ça fausse un petit peu les données, je vous expliquerai pourquoi un peu après. Mais je peux vous dire que le podcast est de plus en plus écouté, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il l'est pas énormément non plus. Déjà, je parle de livres, dont de livres en lien avec l'écologie, ce qui est plutôt niche comme délire. Et ensuite, je le fais pas en vidéo, mais en format audio, encore plus niche. Et en plus, je parle toute seule. Parce que c'est vrai que les podcasts qui sont présentés à plusieurs, ils sont beaucoup plus facilement dynamiques et interactifs. Et ça comptabilise bien plus d'écoute. Mais honnêtement, ça me dérange pas, je me laisse déjà le temps de trouver ce qui marche pour moi, pour les auditeurs, de comprendre le fonctionnement des algorithmes, de m'améliorer en communication et en réseaux sociaux, ce qui me fait beaucoup défaut pour le moment, mais aussi voilà, d'améliorer mon écriture d'épisodes, ma diction, mon organisation, etc. Ce qui compte surtout pour moi, c'est que j'aime vraiment prendre soin de mon podcast, travailler pour, et j'adore plus que tout échanger avec les personnes adorables qui écrivent des commentaires, qui m'envoient des messages privés. Et j'ai pas du tout besoin d'avoir des centaines ou des milliers d'auditeurs pour être contente. J'ai envie de dire du moment que des personnes m'écoutent et que je ne parle pas dans le vide, c'est le principal. Alors évidemment, j'espère que le podcast aura de plus en plus d'auditeurs, mais je n'ai pas de palier ou autre en attente. On va parler plateforme et avantages et inconvénients. Donc déjà, il faut savoir qu'actuellement, le podcast est diffusé sur Spotify, Deezer, Amazon Music, en termes de plateforme payante avec abonnement. Je peux malheureusement pas pour le moment le diffuser sur Apple Podcast parce qu'il y a un blocage que je n'arrive absolument pas à résoudre. Et j'ai laissé tomber pour le moment, j'ai déjà passé des heures et des heures sur le problème. Je suis aussi diffusée sur Audible, et là je veux peut-être apprendre quelque chose à certains, mais Audible est gratuit du moment que l'on ne l'utilise pas pour les livres audio. Donc si vous voulez écouter sur une plateforme gratuite dont vous pouvez fermer la page ou vous savez mettre votre écran en veille en écoutant un podcast, eh bien vous pouvez vous créer gratuitement un compte Audible et écouter votre podcast, ce que YouTube ne permet pas. Je suis hébergée par Spotify qui redistribue automatiquement maintenant aux autres plateformes parce que j'ai fait en sorte de ne pas avoir à le faire pour chacune d'entre elles. C'est beaucoup plus pratique et moins chronophage. Cependant, l'hébergement Spotify ne distribue pas à énormément de plateformes, comme ça peut être le cas avec d'autres hébergeurs payants comme Ocha entre autres. Et je me pose sérieusement la question pour la suite de prendre un hébergeur payant, mais pour le moment ça me convient quand même plutôt bien comme ça. J'ai aussi tenu à diffuser le podcast sur YouTube, ce qui le rend accessible à des auditeurs qui n'ont pas accès aux plateformes payantes ou qui ne connaissent pas la version gratuite d'Audible. YouTube en particulier a vraiment des avantages et des inconvénients pour la diffusion d'un podcast en comparaison aux plateformes d'écoute. Pour ce qui est des avantages, déjà c'est gratuit pour les auditeurs, je trouve que c'est important, d'autant plus que je suis absolument pas rémunérée pour le faire. Je travaille pas non plus dans le milieu littéraire, c'est donc uniquement du partage de ma passion, de mes valeurs. Et dans cette optique, c'était important pour moi d'avoir un moyen de diffusion gratuit à l'écoute. Ensuite, pour certains épisodes uniquement, YouTube offre quand même bien plus de visibilité que Spotify et compagnie.
J'ai remarqué que les vidéos pile à lire notamment sont celles qui fonctionnent le mieux sur YouTube parce que j'imagine qu'elles sont mises en avant plus facilement par l'algorithme tout simplement, mais elles fonctionnent mieux en termes de clics. Et on va revenir un peu sur ce point-là parce que c'est important de différencier les clics et les écoutes. Autre avantage, c'est qu'il est possible de créer des playlists sur YouTube, ce qui me permet de sectoriser mes épisodes, d'en faire des séries. Et je trouve ça d'autant plus utile depuis que j'ai lancé la série Ecosis dédiée à l'écologie en littérature, dont on reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode. J'ai donc ainsi au sein de la chaîne la 6e page la playlist éponyme, qui concerne la plupart des épisodes du podcast, mais aussi la playlist Ecosis, et ça permet aux personnes qui ne sont intéressées que par l'une ou par l'autre de s'y retrouver plus facilement. Ensuite, même si maintenant il est possible de laisser des commentaires sur Spotify, on n'a pas tellement l'habitude de le faire en comparaison des commentaires YouTube. Donc un des gros avantages de YouTube, c'est de pouvoir facilement discuter avec les personnes qui m'écoutent, et ça change tout. Mais YouTube a également des inconvénients. Si je vous parlais juste avant des vidéos qui fonctionnent en termes de clics, c'est pas pour rien. C'est parce que YouTube étant une plateforme vidéo, la plupart des usagers s'attendent à tomber sur une vidéo lorsqu'ils cliquent sur une miniature, ce qui fait que beaucoup quittent la page lorsqu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient à voir. Il y a donc une énorme différence entre le nombre de clics et le nombre réel de personnes qui écoutent l'épisode jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de connaître mon nombre réel d'auditeurs. Et puis comme YouTube c'est une plateforme qui met en avant un contenu vidéo, je suis obligée de fournir un format vidéo pour chaque épisode. Alors il paraît que ça peut être aussi un format image, j'ai pas essayé. Moi ça me dérange pas le format vidéo et j'aime bien les préparer, mais voilà, c'est à prendre en compte, notamment dans le temps de montage. Et puis surtout, une des grosses questions que je me suis posée quand j'ai voulu me mettre sur YouTube, c'était par rapport à l'environnement. Parce que pour simplifier, un format vidéo MP4, ça occupe bien plus de place dans les serveurs et ça dépense bien plus d'énergie. Et au final, ça pollue plus qu'un format son MP3 par exemple. Et pour cette raison, j'ai choisi de baisser drastiquement la qualité vidéo, qui en réalité ne sert pas à grand chose pour un podcast uniquement audio. Et en baissant la qualité, je réduis donc considérablement la taille de ma vidéo et donc l'empreinte carbone de celle-ci. Initialement, je m'étais dit que YouTube me servirait uniquement à lancer le podcast et qu'à terme, je pourrais le supprimer. Pour le moment, je peux pas vraiment m'y résoudre pour les raisons que je citais comme étant des avantages à cette plateforme. Déjà, avec Spotify, c'est une des plateformes sur lesquelles je comptabilise le plus d'écoutes. C'est la seule plateforme où le podcast est accessible gratuitement et facilement, avec Audible, mais au final, peu de gens utilisent ça de façon gratuite. Et surtout, c'est le seul endroit où c'est facile d'interagir avec vous. On va faire un petit aparté Ecosis, puisque je vous en parlais un petit peu avant de ces épisodes, qui sont donc dédiés à l'écologie en littérature, et en particulier en littérature de fiction, comme les romans. Donc l'idée c'est de voir comment la nature et l'écologie et toutes ces questions environnementales sont présentées, sont représentées, quels livres pour quels âges, je fais aussi des tops par sujet, etc. Clairement j'ai plein d'idées, mais si je n'ai sorti que 3 épisodes Ecosis cette année, c'est parce que ce sont ceux que je trouve le plus dur à faire. Déjà je veux être sûre de parler correctement d'un sujet qui certes m'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas de mon domaine de connaissance initiale. J'ai donc toujours peur de pas en parler correctement, de pas amener les choses de la bonne manière, ou d'être trop virulente, ou au contraire pas assez alarmiste. Bref, c'est pas évident. Et puis ça fait partie aussi des épisodes qui demandent le plus de préparation. Pas toujours facile de trouver la motivation ou le temps. Et puis si je lis beaucoup d'éco-fiction, elles représentent pas non plus la majorité de mes lectures, et dans celles que je lis, toutes ne valent pas nécessairement le coup que je les présente. Je n'ai donc pas toujours des lectures de première fraîcheur sous le coude. Et puis aussi, moi j'ai toujours très envie de développer cette série Ecosis sur le podcast, mais elle intéresse au final très peu de monde. C'est un sujet qui est très très niche, qui fait peur à beaucoup, alors que la fiction c'est pour moi un formidable média pour s'informer, pour comprendre toutes sortes de dynamiques, peu importe le sujet. Et surtout, ça ouvre à plein de solutions et pistes d'amélioration, parfois de manière utopiste, mais ça fait du bien, et puis parfois de manière totalement réaliste aussi. J'ai une grande liste d'idées d'épisodes, notamment beaucoup de tops de livres sur un sujet en particulier. Cette année, j'ai par exemple sorti un épisode sur les livres qui parlent d'arbres et de forêts, mais j'aimerais en sortir un sur ceux qui parlent de l'océan, des oiseaux, des baleines, des abeilles, etc. Il y a tellement de choses à imaginer pour ce format, et ça reste à voir, mais il va peut-être y avoir des nouveautés côté Ecosis d'ici la seconde moitié de l'année. J'espère pouvoir réaliser des interviews d'auteurs, des rencontres, et ça serait possible grâce au fait que la série Ecosis du podcast va être soutenue par une association engagée, mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Dans tous les cas, j'y tiens toujours autant et j'espère pouvoir produire plus d'épisodes pour cette série cette année.
En attendant, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de présentation de la série Ecosis que je vous remettrai en barre d'infos et qui saura peut-être vous convaincre. Avant de passer à la partie sur la communication et les réseaux sociaux, je voulais faire un petit point matériel. Alors dès le début du podcast, et ce parce que ça faisait des mois que je préparais le truc et que je savais que c'était pas qu'une idée comme ça, que je risquais d'abandonner facilement ou autre, j'ai décidé d'investir dans du bon matériel, et dans mon cas ça voulait dire surtout un micro. J'avais déjà un très bon ordinateur qui est un MacBook Pro de 2017 qui commence à fatiguer, mais dont j'avais besoin pour mes études et dont je me sers au quotidien. Dessus, j'ai installé Audacity, qui est le logiciel qui me sert à faire des montages son, et je me sers aussi d'iMovie, le logiciel intégré au Mac, pour faire le mini-montage pour YouTube. Pour mes miniatures et mes boucles vidéo, j'utilise la version gratuite de Canva, sachant que je n'utilise jamais les modèles préconçus et les templates. J'avoue, j'ai été un peu matrixée par mes études de design à la différenciation. J'utilise simplement les petits dessins qui sont en libre service sur la plateforme. Et pour mon logo et certains éléments graphiques, je les réalise sur InDesign et sur Illustrator. Mon micro, c'est un Blue Yeti USB et je l'ai dans sa splendide couleur rose aube, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, et je lui ai ajouté une petite bonnette en moumoute rose, c'est très très girly, mais ça me permet d'atténuer les bruits de fond, les bruits de bouche, etc. Je n'ai pas besoin de filtre pop parce que le micro est déjà très performant pour ça. Et j'ai acheté mon micro en magasin informatique et j'en suis très contente parce que sinon il est sur Amazon et j'avais vraiment pas envie de l'acheter dessus. J'adore mon micro, il est tellement beau et tellement agréable à utiliser et je trouve que le son est quand même de vraiment très bonne qualité. Par contre, c'est pas pour voyager, c'est-à-dire qu'il est extrêmement lourd et c'est vraiment un micro de table à poser. Pour la suite, j'investirai certainement dans des micro-cravates si je commence à réaliser des interviews et aussi dans un boîtier d'enregistrement parce que pour le moment, j'enregistre directement sur mon logiciel de montage. Et puis le jour où j'aurai ma maison, je m'installerai également un setup bien isolé parce qu'actuellement, chaque séance d'enregistrement est un cauchemar à cause de Dune, mon chat, qui passe sa journée à dormir à l'exception du moment où je sors le micro et qui me hurle dessus. Je l'aime quand même, mais elle est super chiante. Et le pire, c'est l'isolation des murs et des fenêtres de mon appartement. Donc je rêve du jour où j'aurai un bureau où je pourrai ajouter des panneaux acoustiques et m'installer correctement. Donc finalement, il n'y a pas besoin de grand chose pour démarrer un podcast, mais un bon micro et un ordinateur, ça reste indispensable selon moi. On attaque les réseaux sociaux et la communication. Alors, ma grosse lacune que j'aimerais vraiment combler, c'est ma présence sur les réseaux sociaux et surtout le fait d'y être régulière. Et là, c'est pas gagné. J'ai eu des périodes actives où pendant des mois d'affilée, je tenais mon compte Instagram, je postais régulièrement, je mettais des stories, etc. C'était pendant les périodes de confinement, mais ça finit toujours par retomber. En soi, je vois quand même un côté positif à tout ça, c'est que je suis absolument pas accro aux réseaux. Au contraire, je dois me motiver à les ouvrir, c'est pas du tout un réflexe pour moi, mais le truc c'est que j'aurais vraiment besoin d'Instagram pour porter le podcast et le faire connaître un peu mieux, alors il va quand même falloir que je trouve un moyen. Je suis quand même contente des derniers posts que j'ai pu faire, j'essaie vraiment de m'améliorer et de retrouver un joli feed comme j'avais avant, et que j'ai un peu perdu cette année malheureusement. Après, pour ma défense, tant que je suis pas rentrée en France, c'est un peu dur pour moi de prendre en photo les livres que je n'ai qu'au format e-book ou avec le gros code barre de la bibliothèque en plein milieu de la couverture. Et comme j'aime bien faire des jolies photos, c'est un peu raté pour ça. Actuellement, je dirais que l'endroit où je suis le plus présente, c'est Babelio. C'est un peu naze comme réseau social, me direz-vous, absolument, mais je crois que c'est ça que j'aime. C'est uniquement des livres. Et puis j'essaie depuis quelques temps d'écrire les chroniques de tous les livres que je lis et j'y arrive pas trop mal. Et sinon, à l'exception d'Instagram et son algorithme tout pourri qui fait que je suis littéralement invisible et inexistante dû au fait que je poste pas des réels tous les 3 jours, j'ai pas grand chose à ajouter, je souhaite pas avoir TikTok, Twitter ou autre. Quelque chose d'important dont je tenais vraiment à discuter, c'est l'organisation. Donc depuis le lancement et même avant, lorsque j'étais encore en train de préparer tout ça, je m'organise entièrement sur Notion. C'est une application qui est disponible sur téléphone et ordinateur gratuitement et qui met à jour les informations en temps réel sur l'un et sur l'autre, ce qui me permet d'avoir toujours ce dont j'ai besoin sous la main. De cette façon, même si je n'ai pas mon ordi avec moi, je peux prendre des notes sur mon téléphone directement sur Notion. C'est extrêmement pratique, je m'en sers pour absolument tout, même dans ma vie pro et perso d'ailleurs, mais dans le cas du podcast, je note dessus les listes de choses à faire, je tiens mon budget livre et mes investissements matériels, je note mes idées d'épisodes, on peut faire aussi des catégories, des pages à part, des listes à cocher, des menus dépliants, c'est très utile et très efficace.
C'est aussi là que j'écris mes chroniques littéraires, mes épisodes de podcast, je les planifie avec les dates en avance. Et en plus là, depuis 2 semaines, j'ai retravaillé un peu mon organisation et j'ai un système de tableur avec les épisodes directement reliés à mon agenda Notion et c'est tellement plus efficace comme ça. Donc vraiment, je pourrais pas m'en passer. Ça prend un moment au départ pour s'approprier correctement le fonctionnement, mais ensuite c'est un gain de temps tellement précieux. Je me sers également de Notion pour planifier mes posts Instagram. J'en écris parfois en avance, j'ai aussi la liste de mes hashtags permanents. Je note mes idées de posts, de stories, de réels, de photos, etc. Au final, tout ça n'est pas très exploité puisque j'ai du mal à m'y remettre, mais en soi, ça me facilite quand même bien les choses. Donc sinon, cette année a été très particulière pour moi puisqu'un peu avant le lancement du podcast début décembre, j'ai déménagé avec mon copain et mon chat pour le Canada pour une période de 2 ans. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est pas exactement l'expérience à laquelle on s'attendait, loin de là même, puisque je n'ai jamais réussi à trouver de travail dans mon domaine et que j'ai même vraiment beaucoup de mal à trouver un petit job qui soit pas trop merdique quand même. Donc c'est loin d'être aussi facile que ce qu'on espérait. Tout ça pour expliquer que j'ai eu peu de périodes avec des horaires et que évidemment ça m'a laissé beaucoup de souplesse par rapport à l'organisation pour le podcast. J'avais beaucoup plus de temps pour lire et pour enregistrer mes épisodes. Cette année est donc assez peu représentative d'une organisation optimale entre vie pro, perso et podcast. Mais on rentre normalement en France en juillet et donc les prochains mois vont être un peu plus occupés en termes de vie pro, puisqu'étant donné qu'à la recherche d'emploi au Québec, j'ajoute la préparation de mon lancement d'entreprise en France pour mon retour, donc ça va être peut-être plus parlant dans le prochain bilan dans un an. Mais je peux vous dire que l'absence totale de cadre me réussit pas nécessairement parce qu'au final j'ai quand même eu tendance à enregistrer parfois un peu au dernier moment. Alors pour ceux qui se posent la question de comment je réalise un épisode de podcast, donc une fois l'idée trouvée, je le programme, c'est-à-dire que je regarde s'il y a une date ou une saison idéale pour sa sortie, par exemple l'épisode des sorcières pour la période d'Halloween et pas en plein été. Ensuite je l'écris, donc souvent au moins l'introduction et la conclusion, et parfois le corps de texte ou au moins le résumé des livres dont je parle. J'écris aussi la description qui est en barre d'infos sur YouTube par exemple. Puis pour certains des livres que j'ai lus, j'écris une chronique ou parfois j'improvise. Dans tous les cas, même si un épisode est écrit en entier, je me laisse toujours une place pour la spontanéité et pour intervenir dans ce que j'ai noté. Aussi, forcément, il y a des livres que je dois lire en priorité pour le podcast, surtout lorsque je fais une sélection de livres sur une thématique, et donc dans ce cas-là, je me fais une pile à lire prioritaire pour avoir le temps de bien les assimiler avant l'enregistrement, voire d'écrire ma critique. Et puis pour finir, je voulais parler un petit peu de mes préférences, c'est-à-dire ce que je préfère faire. Et je suis pas très compliquée comme fille, c'est parler des livres que j'ai aimés tout simplement. Typiquement le top de l'année, c'est génial. Mais ce que j'aime encore plus, c'est faire des listes de livres que j'ai adorés autour d'une thématique particulière. Donc comme je le disais un peu avant, j'ai fait une sélection de 6 livres qui parlent des arbres et des forêts pour Ecosis. Mais j'ai plein d'autres idées avec ce genre de livres et de listes engagées en environnement. Mais j'en ai aussi pour les épisodes plus classiques de la 6ème page. Dans les épisodes que j'ai adoré préparer et enregistrer cette année, il y a eu notamment ces belles histoires d'amour qui ne sont pas des romances, ces livres avec des sorcières, ces livres que j'emmènerais sur une île déserte en cas de naufrage impromptu. J'ai adoré aussi enregistrer la sélection de 25 livres qui ont marqué ma vie de lectrice pour fêter mes 25 ans. Choisir des idées de cadeaux de Noël pour lecteurs et lectrices, c'était assez chouette aussi. Et sinon, le classique top de fin d'année. Et j'ajoute que j'aime bien aussi les piles à lire de saison parce que ça me motive à sortir certains livres qui traînent là depuis un moment. J'ai vraiment pu affiner au fur et à mesure des sorties de ce que je souhaitais continuer ou non, de ce qui était plus chouette à monter, à enregistrer, etc. Et j'ai pu faire des choix sur certaines choses qui étaient un peu en période de test, comme quand mettre le générique, est-ce que c'est avant le slogan, après le slogan, avant une intro, après. Donc maintenant il sera toujours après le slogan, c'est bien plus reconnaissable. Et puis aussi, j'ai testé le format vlog, qui n'est pas nécessairement un format que je pense continuer à exploiter pour le moment. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai toujours autant envie d'animer ce podcast, même si par moment, la motivation elle baisse un peu, c'est normal, c'est la vie. En ce moment, par contre, je suis à fond. J'ai trouvé plein d'idées d'épisodes trop sympas qui viendront très bientôt. Je spoil un peu, mais dans les semaines à venir, il y aura un épisode avec mes recommandations de fiction historique pendant la Régence anglaise et l'ère victorienne. Je suis en train de le préparer et j'ai trop hâte de l'enregistrer et surtout d'avoir vos retours. J'ai aussi pour idée de créer un rendez-vous saisonnier genre tea time pour parler livres avec des copains ou des copines lecteurs et lectrices. Mais ça sera dans un petit moment si j'arrive à faire ça.
Sinon, c'est vraiment vos messages et vos commentaires qui me boostent et me poussent à continuer, alors n'hésitez pas à en laisser un sous les épisodes qui vous plaisent. En plus, je reconnais vos petits pseudos maintenant, donc c'est trop chouette. Et puis vous pouvez aussi vous abonner au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et vous pouvez également mettre 5 étoiles sur Spotify ou un like sur YouTube s'il vous a plu. Et petit aparté, sur Instagram, j'ai créé une story à la une coulisses pour le podcast pour vous montrer un petit peu les tableaux Notion que j'utilise, mon organisation et un peu tout ce dont on a parlé ici. Alors n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.